la retrouve avant qu'il soit trop tard. Je t'aime, Mary. Y a quelqu'un? Quand le premier film sort, on est en 2006, et le mot d'ordre, c'est le jumpscare. C'est-à-dire le jumpscare, c'est-à-dire le sursaut facile. Ouais. C'est-à-dire les portes qui claquent, les chats qui sautent en travers du cadre. Des monstres qui apparaissent comme ça. Voilà, les gens qui apparaissent au terme d'un panneau rapide. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, à l'époque, moi j'ai essuyé pas mal de reproches comme quoi il n'y avait pas de jumpscare dans le film. Et comme je leur disais, c'est pas un film d'horreur, c'est un cauchemar. C'est pas pareil. Rose, dépêche-toi! Ils arrivent! Le cinéma d'horreur et le cinéma, je dirais, fantasmagorique ne fonctionnent pas de la même façon. Mais c'est vrai que l'habitude, c'était qu'on mesurait la qualité d'un film d'horreur à l'époque par le nombre de jumpscares. Alors, il y avait des films qui étaient incroyables à ce niveau-là. Je pense à The Grudge, par exemple, voilà, qui était un film formidable par ailleurs, et dans lequel, alors là, les jumpscares, c'est carrément, mais je veux dire, c'est métronomique, quoi. Mais c'était pas l'intention du film. D'abord parce que le jeu Silent Hill ne fonctionne pas sur les jumpscares, il fonctionne sur une atmosphère qui finit par vous prendre et s'insinuer en vous, et qui est assez déplaisante, assez malaisante, et surtout où on se dit par moments qu'on perd pied avec la réalité. C'est-à-dire que ça c'est le truc qui vraiment m'intéresse, et qui m'a encore plus intéressé dans le nouveau Silent Hill, c'est ce moment où on regarde le film en se disant ça va pas là. C'est pas possible que ça arrive, ce truc-là. C'est quoi la logique de tout ça? C'est-à-dire ce moment où on se retrouve en porte-à-faux entre la réalité et quelque chose qui relève effectivement, je dirais, d'un cauchemar, d'un rêve éveillé, d'un sale rêve éveillé, oui, tout à fait. Donc, en 2006, quand le film sort, le premier, c'est vrai qu'il est considéré comme un truc à part. Bon, le film marche énormément. On ouvre au premier aux États-Unis, ce qui est quand même un prestige incroyable. Mais c'était attendu. Et je me rappelle, c'était certainement la soirée chiffre la plus déprimante de ma vie, parce qu'en même temps, on avait, comment dirais-je, un film qui ouvrait premier. C'est super quand même, quand dans votre vie ça arrive, quoi. Mais en même temps, les gens de Tristar avaient complètement planifié ça. C'est-à-dire qu'ils savaient, au moment où ils ont mis de l'argent dans l'intérieur du film, parce que le film était coproduit par Sony Tristar, ils savaient que le film allait cartonner. Ouais. Et ils étaient tous sur leur BlackBerry en disant voilà, c'est bon, les chiffres ça correspond, machin et tout. Et puis à la fin, ils nous ont dit bravo les mecs, super. Ils nous ont serré la patte et ils nous ont laissé, mon producteur, Samuel et moi, dans un sushi bar sur Santa Monica Boulevard. Et on s'est dit, c'est quand même la soirée chiffre la plus arbitre du monde. Ouais, parce que je me souvenais de la soirée chiffre du Parc des Loups, où là aussi ça avait été un carton. Et là, les gens dansaient sur les tables. Il faut dire qu'il y avait un certain stress, parce que si le film n'avait pas fonctionné, il y en avait pas mal qui avaient donné leur démission en amont. Mais je me souviens de cette espèce d'euphorie littérale où les gens dansaient sur les tables. C'était complètement dingo, quoi. Et en fait, 20 ans se sont passés à développer des projets, à tourner La Belle et la Bête et tout ça. Malheureusement, un événement nous a percuté, qui est le décès de Samuel Hadida, qui a été un décès brutal, inattendu. On était en pleine production de Corto Maltese. Oui, c'est ça, vous avez tourné. On était prêt à tourner. Ouais. Hein, les décors étaient en construction en Bulgarie et tout ça. Et voilà, il nous a quittés bêtement, d'une manière fulgurante. Et tout s'est écroulé. Et on a mis quand même un certain temps à que ça soit Victor Hadida, son frère, et moi, à remonter à la surface. Ouais. Et c'est vraiment dommage, parce que, voilà, avec lui, tout était possible. Et brusquement, on s'est retrouvé dans cette zone grise où, voilà, on s'est penché sur les droits que Metropolitan avait acquis au fil des années, souvent d'ailleurs sous mon impulsion, parce que j'avais dit à Samuel, tiens, prends les droits de ça, prends les droits de ça, etc., etc. Et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et pendant le Covid nous est tombé dessus à ce moment-là. Et pendant 2 ans, moi, j'ai développé 2 scripts. J'ai développé le script de Retour à Silent Hill et le script d'un autre jeu vidéo de Survival Horror qui s'appelle Fatal Frame, Project Zero en France. Et donc, j'ai développé pendant le Covid, en fait, j'ai écrit les deux scripts. Quand, au sortir du Covid, avec Victor Hadida, on s'est dit, on va refaire un Silent Hill.
Et on a appelé les gens de Konami, qui sont donc les producteurs du jeu, et on leur a dit, voilà, on va faire un nouveau Silent Hill. Ils nous ont dit, ah, c'est intéressant ça, et lequel vous prévoyez d'adapter cette fois-ci? Et on a dit le 2. Ah, c'est vraiment intéressant. Et à ce moment-là, ils nous ont dit, parce que nous, on se pose la question de savoir lequel on va remaker pour la PS5. Donc a démarré le remake pour PS5 de Silent Hill 2 et mon adaptation de Silent Hill 2 pour le cinéma. Et c'est vraiment intéressant parce que les deux équipes ont développé leur propre projet sans aucune interaction. Alors les gens reconnaîtront un plan pourtant du remake dans mon film, mais c'est parce que ce plan était dans la bande-annonce qui a été diffusée très en amont donc du remake. Et pour faire une espèce de salut, j'ai remaké un plan qui est un plan sur les pieds de James, le personnage principal, qui rentre dans des toilettes et il y a un petit cafard. Qui passe en travers du cadre. C'est un plan qui reproduit fidèlement un plan du remake, etc. Mais j'avais vu que ça. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient dans leur coin. Et ils ne savaient pas ce que je faisais dans le mien. Et c'est très étrange parce qu'après, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de points de convergence entre leur adaptation et la nôtre. Mais parce que quelque part, on poursuivait le même renard. C'est donc, c'était normal. La chose la plus singulière, ça a été le fait que j'ai découvert, bien après la fin du tournage, que la petite fille que j'avais castée pour jouer Laura, que j'avais castée parmi 20 autres petites filles, en Angleterre, et avait été embauchée pour faire la voix de Laura dans le jeu. Mais par contre, elle n'avait pas le droit de me le dire. Elle n'avait pas le droit de le déclarer. C'est un pur hasard. Mais ça montre quelque part que dans notre volonté de respect par rapport au jeu original, que ce soit l'équipe de Bloober ou la mienne, on travaillait en fait dans la même direction. C'est-à-dire qu'on était dans le même sillon et puis on y allait, quoi. Mais c'est parce que, bon, le jeu est un jeu qui est resté, qui est un jeu qui est très largement commenté. Il y a des analyses constantes qui sortent sur ce jeu. D'ailleurs, c'est un jeu qui outrepasse l'enceinte des jeux vidéo, le territoire des jeux vidéo. C'est un jeu qui est considéré par beaucoup de gens comme un vrai chef-d'œuvre de l'art contemporain. C'est-à-dire quelque chose, voilà, qui est un jeu vidéo, mais en même temps qui explore des formes, des idées, etc., qui relèvent de l'art moderne, plus que d'être stricto sensu un jeu vidéo. C'est le double 360 qui nous permet de voir la transformation. Le switch entre le monde du brouillard et l'enfer, l'enfer de rouille que devient Silent Hill. Ce plan, il y a des fois où j'aime bien découper, et puis il y a des fois où justement je me dis il ne faut pas découper, il faut que tout soit saisi en un seul plan. D'ailleurs ce plan est le dernier plan d'effets spéciaux qui a été achevé, il était complexe à faire, c'est en caméra portée. Alors le décor existe à peu près à 70%. D'accord, parce que vous avez construit beaucoup de décors réels en oui, c'était intéressant. Parce que sur La Belle et la Bête, par exemple, 80% du film n'était pas construit. Il a été fait en post-production. D'accord. Pour moi, La Belle et la Bête, c'est pratiquement un film d'animation joué par des personnages vivants. Mais sinon, c'est un film d'animation. C'est-à-dire que quand on a eu fini le film et qu'on l'a présenté au producteur, monté, les gens sont restés hallucinés par le nombre d'écrans verts et le truc, et ils disaient mon Dieu, on a fini le film, et il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Pour revenir à cette scène, oui, c'est une scène qui pour moi était importante parce qu'elle montrait la bascule, et si on la regarde attentivement, on s'aperçoit que le phénomène part en fait du personnage principal. C'est-à-dire, c'est finalement là où le film quitte son modèle, c'est-à-dire le film de 2006, puisque dans le film de 2006, la dimension parallèle existe, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ne la remet en question, au moins. Il y a bien, cette ville existe bel et bien sous plusieurs formes différentes, et vous pouvez vous faire attraper par l'une de ces dimensions et y rester bloqué. Bon, ça c'était véritablement le pitch du premier film. Et dans le deuxième film, par contre, on s'aperçoit que le personnage principal, en fait, a une influence sur les différents switches,
sur les différents switches de la ville. Donc si on regarde attentivement cette scène, effectivement, la transformation, en fait, part du personnage principal. C'est la dimension subjective qui n'existait pas dans le premier film et sur lequel j'ai joué. Qui est au cœur de celui-là. Et qui est au cœur de celui-là. Tu ne pourras pas échapper aux ténèbres. Le plus grand enjeu, c'est évidemment à nouveau d'avoir fait tourner le film non pas par des créatures CG, mais par des acteurs grimés, et des danseurs surtout. C'est généralement des danseuses avec des dons particuliers. Par exemple, celui que vous appelez le sans-bras, que les fans connaissent sous le nom de Lying Figure. C'était une jeune contorsionniste danseuse italienne qui s'appelle Giulia Pelagatti, qui est très connue, très très connue, et elle s'exhibe aussi en France et tout ça. Elle est d'une beauté extraordinaire et c'est marrant parce qu'elle joue dans le film donc le personnage sans bras, mais elle joue aussi la femme araignée. D'accord. Et c'est elle aussi. Et voilà. Et pareil, les infirmières, c'était joué par des danseuses qui devaient avoir entre 18 et 20 ans, quoi. Parce qu'effectivement, d'abord, c'était très demandant en termes physiques, puisqu'il ne faut pas oublier que les infirmières se déplacent sur des talons hauts et que toute la journée à faire le robot sur des talons hauts, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, les filles, elles étaient mortes. Donc c'est pas facile en fait, hein, c'est pas facile, même s'il y a eu une évolution faramineuse en termes de ce qu'on appelle les make-up suits, c'est-à-dire ces espèces de combinaisons dans lesquelles on rentre les acteurs, et qui sont, alors avant c'était en latex, les gens transpiraient à l'intérieur, enfin c'était l'horreur totale, c'était vraiment comme une espèce de hammam portable, alors que là aujourd'hui, je veux dire, ils peuvent respirer à l'intérieur beaucoup mieux, etc. On se glisse dedans comme dans une combinaison de plongée quasiment. Oh là, je crois tous à peu près, parce que tous c'était des projets qui me tenaient énormément à cœur, que ça soit 20 milieux sous les mers, que ça soit Raon, que ça soit Bob Moran. Oui, c'est des projets, que ça soit le Cavalier suédois, c'est des projets qui en fait sont vraiment, qui sont des projets de passion. Je ne suis pas un réalisateur, un mercenaire. Je ne suis pas un mercenaire, sinon j'aurais réalisé beaucoup plus de films. Oui, sinon vous serez peut-être parti aux États-Unis comme d'autres collègues. Oui, on m'a proposé là-bas, on m'a proposé des gros films. Hein. J'imagine. Mais surtout après le succès du Pacte des Loups, j'ai reçu des propositions super alléchantes. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? On m'a proposé des trucs, des grosses franchises, de rejoindre certaines grosses franchises, mais il y avait toujours un projet que je voulais faire. Par exemple, quand Universal, après le succès du Pacte des Loups, m'a proposé de faire un film pour eux, j'avais déjà Silent Hill en tête. Donc je leur ai dit non, je veux faire Silent Hill. Quoi? C'était quoi ce truc? Je me rappelle la tête de la productrice exécutive à Universal qui ne croyait pas ses oreilles que je passais sur un projet américain. Mais c'est parce qu'en fait, je préfère faire les films que je porte en moi plutôt que de faire simplement des films simplement pour travailler. J'en ai pas besoin. Je suis un cinéphile à la base. Je préfère rester chez moi, bouquiner, regarder des films, réfléchir, écrire des scripts, etc. Mais c'est vrai que tous les films sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit Fantomas, 20 milieux ou Raon, c'est des films, j'étais persuadé qu'ils allaient se faire. Et je me disais, c'était impossible que ces films ne se fassent pas. Parce que c'est des films dont le potentiel commercial était aussi extrêmement important. Bien sûr. Le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Forcément, Le Pacte. D'accord. Je me demandais si c'était pas avec Ryan Freeman. Oui, je me demandais. Non, Le Pacte est un film qui a... Où que j'aille, j'ai Le Pacte en bandoulière. D'accord. Je peux débouler dans des pays les plus exotiques. Les gens ont vu Le Pacte. Par exemple, quand je suis arrivé à Belgrade pour le tournage du nouveau Silent Hill, l'école de cinéma de Belgrade m'a contacté et m'a demandé de faire une masterclass devant les étudiants, parce que j'étais le réalisateur du Pacte des Loups. D'accord. Et j'ai découvert comme ça qu'en Serbie, le Pacte des Loups avait surperformé, comme il a performé d'ailleurs en beaucoup de pays. Je ne me l'explique pas, parce qu'évidemment, je suis très mal placé pour savoir exactement pourquoi ce film a eu tant de retentissement. Mais voilà. Mais c'est Le Pacte, oui. C'était aussi un film de genre
en France un moment où il n'y en avait pas des films comme ça. Je Il y en crois. a toujours pas trop. Non, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le pacte n'a pas engendré une génération de films. Dans d'autres pays, par exemple, le pacte serait sorti, il aurait engendré des tonnes de copies. Bien sûr. J'imagine ce que ça aurait été dans l'Italie des années 70 ou dans le Hong Kong des années 80. C'est un film qui aurait carrément il aurait été copié. En France, non, il est resté près un one-shot, Ouais. un film à part, inclassable. Bon, je pense que ça a aussi aidé à sa reconnaissance Oui. comme un objet de cinéma, une espèce d'ovni. Mais après, pourquoi souvent, je me suis dit... J'essaie de rapprocher le film de l'impact qu'avait eu sur le public occidental un film comme Il était une fois en Chine de Tsui Hark. Je crois que le pacte a été le Il était une fois en France, quoi. C'est-à-dire quelque part un film totalement exotique pour le public qui avait envie de le voir et donc par là même complètement séduisant. Je pense que l'exotisme, c'est ça. C'est-à-dire c'est effectivement séduisant. Et puis comme le film est tourné pratiquement entièrement, à part une scène, en décor naturel, je crois que les gens ont vu la France, quoi. Oui. C'est marrant parce que c'est Jean-Pierre Jeunet. On avait tous les deux nos films. Lui, il avait Amélie Poulain et moi, j'avais Le Pacte des Loups. Et on avait tous les deux... nos films étaient projetés au Festival de Toronto. Et j'ai croisé Jean-Pierre dans les couloirs et il est venu vers moi en me disant « Tu sais pourquoi nos films marchent ?» Alors je dis « Non, vas-y. Parce qu'on voit la France dedans. » Je pense que quelque part, pour moi, le film qui finalement a le mieux tiré parti justement de ce qu'a pu être à un moment donné le Pacte des Loups, c'est évidemment Le Comte de Monte Cristo, parce que les deux films ne sont pas du tout similaires. Bien sûr. Le mien est beaucoup plus fantasque, beaucoup plus hurluberlu, mais ils partagent tous les deux cette envie d'avoir d'un spectacle ample, populaire, qui s'adresse à 3 générations et non pas à une petite tranche sociologique. Et le dernier cinéma où on peut voir en fait 3 générations assis côte à côte, c'est le cinéma indien, que j'aime énormément. Parce qu'ils renouvellent pas mal de choses, et en plus parce que quand je vais les voir dans les cinémas ethniques de la banlieue parisienne, il y a 3 générations dans la salle. Il y a les petits-enfants, il y a les grands-parents et tout ça, et ils sont tous liés. Bon, alors en plus, je pense que chez eux, ça se double de la nostalgie du pays et de la nostalgie de leur culture, puisqu'ils sont forcément des gens déplacés. Mais je pense que quand on voit l'énergie qu'il y a à l'intérieur de la salle quand ces films sont projetés, on se dit, en fait, le sens du cinéma, il est là. Nous, on a raboté le cinéma, on l'a coupé en petites tranches, voilà, alors qu'eux, ils ont gardé cette idée que le cinéma, c'est un bon gros gâteau qui s'adresse à tout le monde. L'enfer que tu vas devoir affronter. Mais aïe. Ils me disent de tout oublier, d'aller de l'avant. Peu importe ce qui se passera.